Quelques heures après une victoire hyper importante face à Lorient pour la dernière de la saison au Vélodrome, l'actualité olympienne est principalement rythmée par la grosse semaine qui s'annonce, avec 2 matchs décisifs contre Reims et Le Havre pour valider la 6ème place. Dans cet épisode, on va revenir sur l'importance de se qualifier en Coupe d'Europe, en évoquant aussi les conséquences qu'une non-qualification peut engendrer. On parlera aussi d'une info qui évoque un potentiel départ d'Aubameyang, et on fera aussi un point sur le dossier Paulo Fonseca. Petite question avant de commencer, est-ce qu'il faut tenter de trouver une porte de sortie à Kondogbia cet été pour réduire la masse salariale, ou à l'inverse, est-ce que vous pensez qu'il peut faire une grande saison 2024-2025 en montrant cette fois son meilleur niveau? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une très bonne nouvelle pour Pierre-Emerick Aubameyang. On expliquait dans l'un des derniers épisodes qu'il faisait partie des nommés pour le prix Marc-Vivien Foé 2024 qui pour rappel récompense le meilleur joueur africain qui évolue en Ligue 1. Il a largement terminé en tête avec 252 points devant les 136 points d'Achraf Hakimi et les 122 de Nabil Bentaleb qui a lui aussi réalisé une très belle saison avec le LOSC. Il remporte donc le prix Marc-Vivien Foé pour la 2e fois, la première c'était en 2013 au terme d'une belle saison avec Saint-Etienne. Il succède à Chancel Bemba qui était le précédent lauréat en 2023. On va maintenant faire un point sur l'importance de se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine et sur les conséquences qu'une non-qualification peut engendrer. La victoire contre Lorient est loin d'être anodine parce que ça nous permet d'avoir notre destin entre nos mains. On a 3 points de retard sur Lens et Lyon avant de se déplacer à Reims pour notre match en retard. Alors on a une différence de but beaucoup plus favorable que celle de Lyon, mais par contre légèrement supérieure à celle de Lens. On est à plus 11, ils sont à plus 8. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de secret, il faudra gagner nos 2 prochains matchs à l'extérieur pour espérer terminer 6ème. Une place actuellement qualificative pour la Conference League, mais qui sera peut-être qualificatif pour l'Europa League si Paris remporte la Coupe de France. Tout est entre nos mains, mais pour ça il faudra battre Reims et Le Havre à l'extérieur, sachant qu'on a remporté seulement 2 matchs à l'extérieur contre Clermont et Lorient. On déborde pas d'optimisme non plus, mais on attendra que l'équipe nous fasse mentir et qu'on aille chercher cette 6ème place. Si on ajoute une demi-finale d'Europa League et une qualification européenne au finish, on pourra se dire qu'on a largement limité la casse, même si ça n'en demeure pas moins une saison galère dans son déroulement. Quoi qu'il en soit, la qualification européenne est primordiale pour plusieurs raisons. D'abord en ce qui concerne l'indice UEFA, parce qu'on a pris 18 points cette saison, et qu'on va se délester de la saison 2019-2020 à 0 points. Si on ajoute les 18 points aux 30 points qu'on a pris sur les 3 saisons précédentes, en additionnant tout ça, on est 43ème au classement de l'indice UEFA. C'est important pour déterminer le chapeau dans lequel on sera placé, et également pour la dotation par rapport à ce qu'on va gagner quand on jouera telle ou telle compétition. Aujourd'hui on supporte encore le poids d'une saison à 0 points, et la saison prochaine on aura besoin d'engranger des points pour remplacer cette fameuse saison, mais si on n'est pas européen la saison prochaine, on remplacera forcément cette saison-là par une nouvelle saison à 0 points et ce sera contre-productif. En dehors de ça, contribuer à l'indice UEFA de la France nous permet d'avoir plus de qualifiés, donc ça donne plus de possibilités d'être européen à la fin de chaque saison. Financièrement, une qualif européenne c'est toujours hyper important. Bien sûr, on n'aura pas les revenus XXL de la Champions League, naturellement. L'Europa League rapporte nettement moins, la prime de participation était estimée à un peu plus de 3 millions d'euros cette saison. Ensuite, on pouvait gagner 630 000 euros par victoire en poule, 230 000 euros pour un match nul, mais aussi 1,1 million d'euros si on terminait premier du groupe, ou 550 000 si on terminait 2ème. Avec le changement de format, la dotation sera sans doute modifiée. En tout cas, c'est beaucoup moins lucratif parce que le vainqueur de la compétition remportait 23 millions d'euros dans le meilleur des cas. C'est 4 fois moins qu'en Champions League, mais quand t'es à la tête d'un club, tu les prends volontiers. À côté de ça, la Conference League pourrait être accessible à la 7ème place si Paris gagnait la Coupe de France. Là encore, les revenus sont loin d'être au top, la prime de participation n'est pas hyper éloignée de celle de l'Europa League. Environ 3 millions d'euros cette saison, 500 000 euros pour une victoire en poule et 166 000 euros pour un match nul. Ensuite, tu prends 600 000 pour la qualification en 8ème, 1 million pour les quarts, 2 millions pour les demi, 5 millions si tu gagnes la finale et 3 si tu la perds. C'est pas incroyable, mais ça reste mieux que rien. Sportivement, c'est aussi plus excitant d'avoir une compétition européenne à jouer. Cette saison aurait d'ailleurs été beaucoup plus pénible s'il n'y avait pas l'Europa League, et c'est toujours important de vibrer un peu quand on est supporter, ça rend une saison beaucoup plus excitante, quoi qu'on en dise. Maintenant sur les conséquences qu'une non-qualification peut avoir, la première chose c'est l'attractivité, les joueurs seront plus enclins à signer s'il y a une compétition européenne à jouer. Bien sûr c'est très compliqué d'attirer des joueurs niveau de Champions League si on la joue pas, en plus on n'a pas la même manne financière pour faire des investissements, donc ça a forcément des conséquences importantes de ne pas être en Ligue des Champions, mais ça c'est acté. L'Europa League peut déjà te permettre de convaincre des joueurs, en revanche la Conference League n'est pas un argument suffisant à mon sens, mais à choisir je préfère la jouer plutôt que de ne pas être européen du tout pour les raisons qu'on a citées un peu plus tôt. Une non-qualification ça peut aussi entraîner des départs de joueurs importants, on pense à Balerdi qui a connu une vraie ascension et qui aura des prétendants qui eux seront sûrement européens.
Même chose pour Chancel Mbemba qu'on connaît très ambitieux et éventuellement Aubameyang qui a encore beaucoup d'ambition même si son âge avance de plus en plus. L'équipe expliquait il y a 1 ou 2 jours que la direction olympienne pourrait décider de diminuer sa masse salariale de 30% en cas de non-qualification. On pense forcément à Aubameyang comme on vient de le dire et on va en parler un peu plus tard, Kondogbia qui a un très gros salaire et qui n'a pas fait une saison remarquable non plus, Verretou qui a des émoluments importants mais qui est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif, Chancel Mbemba qui touche un beau salaire et qui va devoir être prolongé pour éviter un départ libre à l'été de 2025. Faut pas oublier non plus que la DNCG avait encadré la masse salariale après l'échec face au Panathinaikos, par rapport au budget qui avait été présenté à la base et qui a dû être revu après la non-qualification en LDC. Depuis, le départ de Renan Lodi a au moins permis d'économiser de la masse salariale puisque le salaire de Quentin Merlin est bien inférieur. Pour terminer sur la nécessité de se qualifier pour une Coupe d'Europe dans ce sprint final, Jean-Louis Gasset a expliqué que Pablo Longoria était venu dans le vestiaire pour rappeler l'importance de la qualification européenne, en précisant que tout le monde devait prendre ses responsabilités pour aller chercher cette 6ème place sur les 2 matchs qu'il reste, puisqu'on sera les seuls à jouer mercredi et il ne faudra pas se planter. Après ce gros point sur la qualification européenne qu'on peut aller chercher si on déconne pas trop sur les 2 derniers matchs, on va maintenant faire un point sur le dossier Paulo Fonseca. Les dernières nouvelles étaient plutôt optimistes, comme on l'a dit dans le dernier épisode d'ActuOM qui est sorti il y a 2-3 jours. Il serait séduit par le projet, la direction lui a proposé oralement un contrat de 3 ans en lui laissant carte blanche pour construire son projet, une perspective qui peut le tenter même s'il n'actera pas sa décision avant la fin de la saison. Sans surprise, le coach portugais a tout démenti en bloc lors de sa conférence de presse ce week-end, en affirmant qu'il n'avait pas d'accord avec un autre club et qu'il était pleinement concentré sur sa fin de saison à Lille. C'est logique parce qu'il suit sa ligne conductrice, il a toujours dit que la fin de saison était plus importante que son avenir qui pourrait se régler après. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de négociation en off, parce qu'au vu de toutes les informations qu'on a eues ces dernières semaines, je serais surpris qu'il y ait vraiment rien. Saber Desfarges de Téléfoot nous disait dimanche que Paulo Fonseca ne voulait pas prolonger avec Lille, en ajoutant que les négos avec l'OM s'étaient intensifiés ces dernières heures, mais comme pour toutes les autres sources, le constat reste le même, il ne fera connaître sa décision qu'en fin de saison, et ça va pas tarder puisque la dernière journée c'est dimanche. Le journaliste italien Daniele Longo va plus ou moins dans le même sens en affirmant qu'il y a un accord de principe entre Fonseca et l'OM concernant le salaire et sa durée de contrat, mais Fonseca doit donner son feu vert définitif. A priori, il est dans l'attente de la décision de Milan qui pourrait nommer Sergio Conceição à la tête de l'équipe, mais Fonseca fait quand même partie des candidats crédibles. L'autre élément qui incite à l'optimisme nous vient de Romain Canuti. Il nous dit que Fonseca est maintenant représenté par CAA Base, l'agence qui représente également Pablo Longoria, mais aussi Rongier, Meite et Soglo. Ça peut aider dans les négociations, mais à voir quelle sera la décision du coach portugais. Elle ne devrait en tout cas pas tarder à être dévoilée. On termine cet épisode par un focus sur l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, avec une information inquiétante qui a été sortie par La Provence ce lundi, au lendemain de la victoire face à Lorient et d'un nouveau doublé pour l'attaquant gabonais. Le quotidien régional nous dit qu'Aubameyang pourrait partir cet été et qu'il connaîtrait déjà sa future destination, a priori un championnat qui lui a déjà fait les yeux doux récemment et qu'on imagine être la Saudi Pro League. L'information est sans doute un peu le prolongement des craintes d'une non-qualification européenne qui obligerait l'OM à alléger la masse salariale, mais à mon sens ce serait une grave erreur de laisser partir Aubameyang. Il a été importantissime cette saison, on attendait un attaquant de son standing depuis longtemps et s'il fallait alléger la masse salariale, je pense pas que ce serait le joueur à faire partir en priorité, tant il est important et performant. On a d'autres informations contraires avec notamment Andrés Onrubia Ramos qui affirme que l'OM n'est pas au courant d'une quelconque envie de départ d'Aubameyang, en ajoutant que la direction veut le conserver coûte que coûte, avec ou sans Coupe d'Europe. Un son de cloche partagé par la Minute OM qui tempère quand même un peu. L'OM n'est pas au courant des envies de départ d'Aubameyang, mais il précise qu'un point sera fait avec certains joueurs en fin de saison. Pour le moment, tout le monde est focalisé sur les 2 derniers matchs, mais comme le précise la Minute OM, une non-qualification en Coupe d'Europe pourrait avoir des conséquences sur les gros salaires, mais à mon sens c'est le joueur qu'il faut conserver absolument parce qu'il a brillé dans une équipe en difficulté, et si on construit mieux autour de lui, il sera encore plus redoutable. Après on peut pas occulter non plus la possibilité pour lui de recevoir des offres vraiment très importantes lors du mercato d'été, mais dans ce cas faut pas oublier qu'il a encore 2 ans de contrat, donc ça passera par une indemnité de transfert. Par rapport aux propositions saoudiennes qu'il a reçues, Aubameyang expliquait au micro de France 24 et de RFI qu'il ne voulait pas partir dans un club exotique juste pour prendre un gros chèque, il voulait laisser une bonne image de lui en Europe et ne pas partir sur un échec à Chelsea. C'est la raison pour laquelle il a décidé de signer à l'OM. Il reconnaît quand même qu'il ne néglige pas totalement la possibilité de partir pour une destination exotique à l'avenir, à voir ce qu'il va se passer une fois que la saison aura pris fin, mais on imagine que la direction veut continuer avec lui, parce qu'il a été plus que convaincant cette saison dans un collectif plus que moyen.
De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas le like avant de partir si vous avez aimé la vidéo, c'est super important pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche pour ne rien louper des prochains contenus qui vont sortir sur la chaîne, avec notamment un épisode de Que sont-ils devenus qui sortira certainement vendredi, et d'ici là, l'avant-match et le débrief du match importantissime contre Reims. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Mercato dans les commentaires, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.